Nous avons été à la rencontre des Géorgiens à l'occasion d'un colloque et d'une visite d'un certain nombre de vignobles de ce pays qui est tout à fait extraordinaire, même s'il traverse actuellement une crise grave. Et il y avait dans notre délégation française, un des grands viticulteurs du Bordelais et en même temps professeur d'œnologie à l'université de Bordeaux, qui est aussi conseiller d'un certain nombre de grands domaines et qui est un grand connaisseur, grand amateur et qui, je crois, on peut le dire, fait du très bon vin qui rencontre un grand succès. Et en Géorgie, le vin n'est pas extraordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a des progrès à faire, en tout cas, à tous égards, y compris d'abord sur le plan technique. Mais on boit énormément. On boit plusieurs litres de vin par jour et par personne, sans compter la vodka. Et au cours de banquets multiples, les Géorgiens passent leur vie à table, où on élit au début de chaque banquet un chef de table qu'on appelle le tamada, qui fait des discours, porte des toasts, et ensuite chacun porte un toast, et on doit boire cul sec, alors soit dans un verre, soit dans une corne, soit toutes sortes de récipients, mais on boit énormément des vins parfois industriels, parfois des vins des domaines des fermes, qui sont des vins qui sont réalisés dans des dolias et ensuite conservés dans des amphores, des vins très particuliers, mais qui vraiment, pour le goût français, ne sont pas excellents, mais qui procurent un immense plaisir aux Géorgiens et qui les font chanter. La polyphonie géorgienne n'est réellement bonne que quand les gens ont bu une certaine dose de ce vin. Alors, pardon d'être un peu long, mais c'est pour vous. Ce collègue, grand œnologue, grand viticulteur du Bordelais, et avec le style bordelais que vous connaissez, donc style sérieux, et quand on parle du vin, on ne s'amuse pas, a été obligé à un moment donné, au bout de 2 ou 3 jours, donc il avait déjà beaucoup bu, et pas avec grand plaisir, et on voyait bien les grimaces qu'il faisait en étant obligé de boire cul sec des verres d'un vin que lui n'aurait jamais bu en France. Et d'un seul coup, il s'est mis à faire un toast qui avait l'air de le surprendre lui-même, où il disait, au fond, c'est la première fois depuis 40 ans que je bois du vin, parce que c'est du vin de soif, uniquement pour le plaisir de partager, pour le plaisir de s'amuser avec des amis, et c'est une émotion que je n'avais pas éprouvée depuis 40 ans. Donc pour quelqu'un qui ne boit que les meilleurs vins du monde, qui essaye de faire quelques-uns des meilleurs vins du monde, qui connaît tous les millésimes, toutes les subtilités dans les grands médocs et dans les graves, etc., et qui boit beaucoup de vins très moyens ou médiocres, et qui finalement y trouve du plaisir. Ben, je pense que on était tous très surpris d'ailleurs de cette remarque, de ce toast qu'il a porté, parce qu'on sentait que lui-même éprouvait une très grande émotion à dire ça. Et je pense que ça nous introduit au sujet. Le bon vin, c'est pas facile à définir, parce que ça dépend de celui qui le boit, et ça change énormément. Nous-mêmes changeons. Un vin que nous trouverons bon un jour, le lendemain, on ne le trouvera pas bon. Que nous trouvons bon quand nous sommes jeunes, on le trouve moins bon quand on est vieux, et vice-versa. Il y a des vins qu'on apprend à aimer, il y a des vins qui ne se livrent pas très facilement, ça dépend de la culture, des habitudes qu'on a prises et de la culture que l'on a. Donc le bon vin, c'est d'abord le consommateur, c'est pas quelque chose in abstracto, à mon sentiment, et d'absolu. Ça varie énormément dans le temps, il y a des modes du vin, et ça varie énormément dans l'espace. Alors dans le temps, on peut très brièvement rappeler qu'aujourd'hui, il y a peu de consommateurs de vin dans le monde qui seraient capables de boire les vins de l'Antiquité, les vrais vins de l'Antiquité. Il y a un viticulteur dans la vallée du Rhône qui essaye de faire du vin à la manière romaine, mais c'est extrêmement discret par rapport aux méthodes de l'Antiquité, par rapport au goût de l'Antiquité, puisque c'était des vins poissés, enrichis d'épices, enrichis d'herbes très variées, enrichis d'eau de mer, enrichis de miel. Donc c'était des vins que nous ne pourrions pas boire aujourd'hui. De même que pour ceux d'entre vous qui ont fréquenté la Grèce il y a une vingtaine d'années, on buvait encore dans certaines tavernes des campagnes grecques des vins résinés où le goût de la résine était tellement fort qu'on avait du mal à sentir qu'il y avait du raisin derrière. Et pourtant, les Grecs adoraient ça. Aujourd'hui, on fait des vins résinés où il n'y a presque plus de résine, et surtout les Grecs se sont mis à faire des vins sans résine qui sont intéressants. Les vins médiévaux du Moyen-Âge étaient très oxydatifs pour beaucoup d'entre eux, très probablement, avec énormément de volatiles, comme on en trouvait dans les vins encore d'il y a 30 ou 40 ans chez les polyculteurs de toutes les régions de France et d'Europe. Alors, il fallait s'accrocher pour les boire. Ces vins, ils n'étaient pas très forts en alcool. Mais les gens les aimaient. Les gens les trouvaient merveilleux. Je pense que de temps en temps, on devait arriver à faire des vins qui ressemblaient
à ce que sont les vins d'aujourd'hui, c'est-à-dire des vins sans dérive oxydative ou acétique, mais c'était à certains moments, à certaines années, quand le raisin était vraiment bien mûr, quand il n'y avait pas eu d'accident dans la vinification, que les taux d'eau étaient propres, et puis ils étaient bons, ces vins-là, pendant l'hiver qui suivait la vendange. Dès le printemps suivant, c'était très difficile de garder les vins dans de bonnes conditions. Avant l'allumette l'allumette hollandaise, avant la mèche de soufre, on ne savait pas conserver les vins, vous le savez bien. Et avant la bouteille et le bouchon, etc. Donc on ne savait pas conserver les vins, ce qui fait que les vins étaient souvent très piqués et peu buvables. On a fait, à la fin du XIXe siècle, des faux vins avec un certain nombre de produits chimiques et qu'un certain nombre de gens trouvaient très très bons. Parce qu'il y avait un tel amour du vin que le principal, c'était d'en boire. Et on en buvait énormément. Je pense que le pinard qui a fait gagner la guerre de 14, le pinard des poilus, on ne pourrait pas le boire aujourd'hui. C'était un mélange sûrement assez effroyable il y avait des vins du Languedoc, des vins d'Algérie, des vins d'Île-de-France, parce qu'il y en avait encore un petit peu à ce moment-là. Tout ça donnait un mélange qui, aujourd'hui, serait considéré comme imbuvable, mais que les poilus devaient trouver absolument merveilleux. Comme en période de pénurie, on trouve tout bon. Donc dans les années 1960 encore, il y en a parmi vous qui ont dû goûter ces vins-là, qu'on allait acheter à la tireuse chez les épiciers. On achetait du 10, du 11, du 12, du 13, et c'était au degré. Le bon vin, c'était le 13. D'ailleurs, il était plus cher. Le 13, c'était le bon vin. Et à partir de 13, d'ailleurs, en général, on le mettait dans des bouteilles avec un bouchon. C'était le vin du dimanche, la bouteille bouchée du dimanche, dont il reste un héritage. C'est la marque Vieux Pape qui rappelle, pour ceux qui ont vécu les années 50 et 60, ces vins du dimanche qui n'avaient de différence de qualité que le degré alcoolique. Donc, et tout ça était considéré à toutes les époques comme du bon vin. Par exemple, ceux d'entre vous qui sont allés en Ukraine ont pu boire peut-être de ces champagnes rouges à 150 grammes de sucre par bouteille par litre de vin, c'est quelque chose qu'aucun Français ne peut boire avec plaisir. Mais pour un Ukrainien, c'est le goût par excellence du bon mousseux, qu'on appelle encore un peu champagne, mais de manière très, très illégale. Donc c'est des vins extrêmement lourds, extrêmement sucrés, mais qui procurent un plaisir immense aux Slaves. Les Russes sont pareils. Quand vous allez dans les banquets russes, parfois vous avez ces banquets debout autour d'une table, où vous avez de ces bouteilles de mousseux qui viennent du sud de la Russie, d'Ukraine et avant de Géorgie, qui sont des champagnes, des vins mousseux parfois blancs, mais souvent rouges, extrêmement sucrés, et en plus chauds. Ils ne boivent pas frais. Bon, il faut quand même s'accrocher par rapport à nos goûts. Mais les Russes trouvent ça tout à fait excellent. Donc tout ça pour dire que dans le temps comme dans l'espace, le goût du vin, bien sûr, mais ce qu'est un bon vin n'a pas la même signification. Et chacun voit midi à sa porte. Et donc on est aujourd'hui en train... Alors, les choses changent, parce que en ce début du XXIe siècle, il se trouve que l'œnologie a fait d'énormes progrès, qu'il y a des écoles d'œnologie partout, qu'il y a des conseillers œnologiques dans tous les domaines, et qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de vins dans le monde qui comporte du volatile, qui est très oxydatif par erreur. Il est difficile aujourd'hui de trouver des vins ratés sur le plan technique. Mais il y a un autre risque, et ça, on va aborder cette question avec les interventions des uns et des autres, et puis après, vous aurez la parole, bien sûr, c'est celui du vin très technologique, du vin passe-partout. Moi, j'utilise cette expression de passe-partout, qui est le contraire du vin géographique. Le vin géographique, c'est celui qui ressemble à l'endroit d'où il vient, au vigneron qui le fait, donc au terroir physique, au vigneron qui le fait, et qui correspond évidemment au goût du client, parce que sinon, on ne le ferait pas, parce qu'on ne pourrait pas le vendre. Donc c'est ça, le vin géographique, ou le vin de terroir, si vous voulez. En revanche, il y a une tendance, vous le savez bien, qu'il faut qu'on évoque ce soir, qui est celle du vin passe-partout, du vin industriel ou du vin de cépage, comme on dit parfois, du vin technologique, qui est très bien fait techniquement, qui ne comporte aucun défaut, sauf un, à mon sentiment, mais là je m'engage et je prends la liberté d'exprimer mon opinion, mais je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec cette opinion, c'est que ces vins technologiques passe-partout ont un défaut, c'est qu'ils sont toujours pareils. On a d'ailleurs inventé ça en France. Vous avez des champagnes français de grande marque, le bas de gamme en particulier, pas les champagnes millésimés, pas les grandes cuvées, qui sont des champagnes autour de 15 € la bouteille, qui ont toujours le même goût. Vous achetez une marque, ça a toujours le même goût d'une année sur l'autre, parce que par la technique de l'assemblage, qui est une vieille technique champenoise, on arrive à écrêter les différences de millésime et à avoir un vin qui a le goût de la marque. Et c'est un produit aussi industriel que peut l'être une boisson gazeuse
non alcooliques, comme il y en a tant dans les supermarchés, en particulier la boisson marron que vous connaissez bien et qui rencontre un succès mondial. Donc ces vins qu'on fait beaucoup aujourd'hui, au Chili, en Argentine, en Afrique du Sud, mais aussi en Italie, en Espagne, en France, dans certaines régions, ces vins passe-partout, technologiques, sont des vins sans émotion. Et je veux dire par là que on peut les trouver bons, on peut y trouver du plaisir. On peut, entre amis, vider des flacons comme on a vidé les litres de vin en Géorgie. Et même si le vin n'est pas bon, on y trouve quand même du plaisir parce que ça crée de la convivialité. Et puis, il y a quand même l'alcool qui crée une certaine euphorie qui permet d'oublier les soucis. Donc ça peut marcher très, très, très bien. Mais quand on boit le vin en se posant quelques questions, sans se torturer, mais en se disant, bon, voyons, essayons d'analyser ce que j'ai en bouche, de le sentir, de le voir, d'avoir un contact un peu plus charnel avec le produit, c'est vraiment dommage d'avoir toujours la même réponse dans le verre, c'est-à-dire d'avoir toujours le même vin qui ne varie pas parce qu'il est fait de telle manière que justement il ne varie pas. Donc ça peut apparaître pour le commerçant, le marchand de vin, comme une sécurité en disant là vous êtes sûr, vous allez voir ce goût-là et vous aurez toujours le même. Mais pour l'amateur éclairé, à partir du moment où on devient vraiment amateur, c'est-à-dire où on cherche la différence, de même que quand on aime la musique, on aime par exemple tel musicien, on sait que tel interprète ou tel orchestre interprète tel morceau de musique d'une certaine façon, et puis tel autre d'une autre façon, tel chef d'orchestre imprime sa patte, et on hiérarchise. On dit, je préfère le concerto de Mozart par un tel plutôt que par tel autre chef d'orchestre. Et ce jour-là, le jour dont j'ai le disque à la maison, il a été absolument fabuleux. Il passait un ange dans la salle. Eh bien, c'est ça qui est formidable avec, pour moi, le bon vin. C'est celui pour lequel on se dit, il y a vraiment là presque une personne vivante et à un moment donné de sa vie et qui demain ne sera pas la même. Qui va varier dans le temps et qui va toucher une certaine corde sensible du consommateur et parler en même temps à son imaginaire. Et ça, c'est pour moi vraiment la définition du bon vin. Voilà. On va donc aborder ces questions. Je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire, mais le mieux, c'est peut-être de donner la parole tout de suite à Jean-Claude Ribaud, qui a beaucoup écrit sur le vin, qui écrit toujours beaucoup sur le vin, qui en boit, je n'allais pas dire énormément, enfin qui en déguste, qui en tâte en tout cas souvent. Et voilà, Jean-Claude, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un bon vin ? J'en bois avec. Allô ? Oui. La technique là-haut ? Oui, un petit problème. Rassurez-vous, j'en bois avec modération, mais la manière d'aborder la question serait pour moi peut-être un tout petit peu différente. Bien sûr, je ne prétendrai pas me placer à votre place, monsieur le professeur, du point de vue de l'historien ou même du géographe, mais il faut reconnaître que la question du bon vin est aussi une affaire de date, sinon de mode. Souvenez-vous, souvenons-nous, non pas pour l'avoir vécu, mais pour l'avoir lu, qu'on considérait jusqu'à il n'y a pas si longtemps que les fromages français s'accommodaient des vins rouges exclusivement. Et Kurnansky raconte que sa grande émotion culinaire avec le camembert était un Haut-Brion. Qui oserait aujourd'hui défendre ce point de vue ? J'avoue que, ça ne me viendrait pas personnellement à l'esprit. À l'inverse, je considère que la plupart des fromages s'accommodent plus facilement et très largement de vin blanc que de vin rouge. Bon, je crois que c'est une idée maintenant qui est à peu près communément admise. Encore qu'il y ait des nuances et que chacun puisse en effet développer son point de vue. Et là, je rejoins tout à fait le professeur Pitt dans son approche qui consiste à reconnaître à chacun la faculté d'avoir sa propre conviction, sa propre émotion ou son propre point de vue s'agissant de tel ou tel vin. Pour ma part, j'ai tendance à considérer qu'une rencontre avec un grand vin, ou même avec un vin tout court, un bon vin, c'est une sorte de don consenti, c'est quelque chose qui requiert un peu le langage de la passion, parce que c'est quelque chose d'assez rare, qui n'est pas commun, sauf si on cherche dans le vin autre chose que ce genre que le plaisir précisément. Et si on cherche en effet le degré alcoolique, et je dois sans doute
je pense que les vins géorgiens doivent être bien sévères pour avoir fait perdre son flegme au professeur Dubourdieu, parce que je pense que c'est bien de lui qu'il s'agissait, le connaissant un peu. En effet, ce genre de propos est totalement lié à des vins qui doivent être entre 15 et 16 degrés, de redoutables bibines. Bon, mais sinon, alors de mon point de vue, encore une fois, le vin, je suis amené à en déguster, non pas d'une manière professionnelle, bien sûr, mais pas d'une manière en tant qu'expert. Je ne suis pas un expert du vin, je suis un amateur. Et j'essaie d'écrire plutôt mes sensations ou de rapporter des points de vue ou des propos, ou bien de raconter l'histoire d'une bouteille ou d'un vignoble ou d'un domaine ou d'un vigneron. Mais il m'apparaît, moi, que le vin est quand même, pour moi, obligatoirement lié, ou presque obligatoirement lié à la dégustation et au plaisir d'abord au partage. Je ne bois jamais en solitaire. Et ça viendra peut-être, mais je crois que la dégustation, c'est-à-dire la cuisine, quelle qu'elle soit, il ne s'agit pas de revendiquer pour tel vin la blanquette de veau et pour tel autre plat, mais ça peut s'ouvrir à des expériences de toute nature. Je crois qu'il faut l'accompagner d'un mets, d'un plat, et je redoute pour ma part les grandes dégustations professionnelles à l'aveugle, où la pure technique est requise pour décrire un vin. Bon, c'est sans doute nécessaire, c'est même utile dans certains cas. C'est un peu frustrant et un peu... bon, ça n'est pas quelque chose de courant et de commun, mais je crois qu'il faut se tenir à cette idée que le vin, c'est le partage, le plaisir, au-delà du fait que ça doit être, bien sûr, naturellement, un produit sain, loyal et marchand, selon la définition légale. Mais je crois que d'autres que moi vont peut-être préciser, au-delà de ça, leur propre point de vue, et notamment nos amis vignerons. Merci Jean-Claude. Donc le bon vin, c'est celui qu'on boit ensemble et en mangeant bien. En gros, c'est ça. Ça résume le message. Alors, Henri Marionnet. Alors moi, je vais essayer de vous donner mon opinion personnelle, ma démarche personnelle. Je suis vigneron dans un petit coin de la Touraine, pas très loin d'ici, mais dont le terroir n'a pas un caractère prestigieux. Mais à défaut de faire de très grands vins, on essaye de faire des vins de qualité, bien sûr, mais surtout des bons vins qu'on aime, nous, personnellement. Je dis nous parce que je parle de mon père aussi et de mon fils maintenant, et qui suit les traces de la famille. Et donc, on essaye d'abord de faire des vins qu'on aime et qui nous plaisent et qui nous semblent bons pour notre santé. Et donc, si vous voulez, c'est un petit peu la base de notre démarche. Parce que, qu'est-ce que c'est qu'un bon vin ? Mon père, quand on lui posait la question, disait toujours « un bon vin, c'est tout simple. C'est quand un verre en appelle un autre. » Et j'aimais beaucoup sa philosophie. Si vous voulez, un bon vin, c'est effectivement pas facile à déterminer, puisque en fait, ça dépend du goût de chacun, de la culture de chacun. Et l'unanimité est quand même assez rare sur un verre de vin. C'est pas une chose simple, le vin, puisqu'il dépend de la nature, il dépend du climat, il dépend de l'homme. Donc, son processus d'élevage peut aussi modifier un petit peu tout ça. Et pour le juger, il faut donc avoir un minimum de connaissances, de culture, pour bien le percevoir. Parce que moi, j'ai vu souvent des gens qui ont été reçus chez nous, qui avaient intellectuellement des gens qui étaient de très haut niveau et qui n'aimaient pas du tout les vins qu'on leur montrait et disaient boire une aimable qu'on qualifiait d'une aimable piquette, ils s'en contentaient très bien. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un minimum de connaissances à avoir pour juger un vin. En gros, si vous voulez, pour synthétiser ce que je pense, je crois qu'il faut 3 choses. Il faut déjà, la première chose, que ce vin nous donne du plaisir, sinon une émotion. Ça, c'est vraiment très personnel. Et il y a une deuxième chose aussi dont personne ne parle. Et lorsqu'on boit un bon vin, on doit être bien, très bien, physiquement. On doit se sentir bien. Notre corps entier doit nous faire du bien, des pieds jusqu'à la tête. Vous voyez, ça, c'est très important. Et ça, personne n'en parle.
si vous voulez, ça doit être un élixir, une jouvence que l'on doit consommer. Et ça, c'est vraiment le deuxième élément. Le troisième élément, aussi la troisième condition, il faut que, je pense, et ça c'est très démocratique, que le vin, un bon vin, doit être reconnu bon par une majorité de gens. On ne peut pas trouver bon, nous, quelque chose et d'avoir 50 personnes en face qui disent qu'il n'est pas bon. C'est pas possible. Il y a un des deux qui se trompe, et donc je pense qu'il faut quand même que pour qualifier un vin de bon, il faut qu'il soit reconnu quand même par une majorité de gens. Ça, c'est, je crois, la troisième démarche. Et si vous voulez, à partir de là, pour résumer, si vous, personnellement, vous ressentez du bonheur en dégustant un vin, qu'il vous amène un bien-être dans tout votre corps, et qu'une grande partie de votre entourage est d'accord avec vous, on est sûr que dans ce cas, on a affaire à un bon vin. Alors, il y a bon vin, il y a aussi une petite réflexion personnelle. Souvent, sur le marché, il existe des vins qui sont bons apparemment, qui ont de belles couleurs, qui ont des arômes intéressants, qui sont bien vinifiés finalement, mais qui vous amènent rien d'autre. Et en fait, c'est justement parce qu'on voit qu'ils ne sont pas mauvais qu'on les qualifie de bons. Ce sont souvent des vins industriels, vinifiés d'une façon très technologique, mais ces vins-là n'ont rien à voir avec ceux qui sont faits par des vignerons et des artisans vignerons. Je crois aussi que, si vous voulez, la démarche d'un bon vin est vraiment personnelle. C'est vraiment l'expression du vigneron. Le vigneron est vraiment le premier consommateur de son vin. Il est passionné par ce qu'il fait, mais fatalement, il faut qu'il le vende, ce vin. Donc, il va être confronté à la clientèle, il va être confronté à d'autres personnes. Et la confrontation et les avis de ses consommateurs et de ses clients avec sa pensée personnelle va le faire évoluer. Et s'il est intelligent, il fera des vins chaque année meilleurs. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas avoir raison tout seul. Voilà, c'est un petit peu mon approche personnelle. Bon, je pense que là, il y aura matière à discussion dans ce que vous venez de dire. Donc, on change de profession. Je passe la parole à David pour qu'il nous présente sa vision du bon vin. Oui, bonsoir tout le monde. En pensant à ce sujet, évidemment, j'ai pensé très fortement au titre du livre de Pierre-Marie d'Outrelon, l'illustre prédécesseur de Jean-Claude Ribaud, Les bons vins et les autres. Et je suis tombé en le relisant sur un chapitre qui va peut-être nous faire sourire dans cet amphithéâtre, puisque ça concerne un vin pas très loin d'ici. C'est peut-être même le plus proche, Vouvray. Alors je vais vous lire les deux premières lignes. Vouvray, c'était. Vouvray rime avec c'était, au passé. Oui, c'était un des plus attachants vignobles de France. Alors il continue dans ce chapitre pour décrire le déclin de Vouvray. Il aborde en particulier le fait que Vouvray faisait majoritairement, je cite quand même le contexte, c'était il y a 30 ans, 1976, faisait une majorité de mousseux, qu'il trouvait déplorable parce que banal et sans beaucoup de caractère, et il aimait bien exalter au contraire les grands Vouvray d'autrefois du sec. Alors, si M. d'Outrelon, malheureusement il n'est plus avec nous, s'il était avec nous, il serait très très content, parce que Vouvray revit très clairement. Autrement dit, le mode du vin, le monde du vin change en permanence. Les choses qu'on croit disparues à un moment reviennent. Donc je ne suis pas du tout alarmiste sur le vin. Je suis au contraire très positif. Je n'ai jamais goûté. Je goûte pour ma profession beaucoup de vin. Je vendais beaucoup de vin autrefois. Ça fait 10 ans que je n'en vends plus. Je n'ai jamais trouvé le niveau moyen des vins et même le niveau haut des vins aussi élevé qu'aujourd'hui et dans le monde entier. Donc le thème de tout fout le camp et il n'y a plus de vrai vin ou bien ça disparaît, je ne suis pas du tout croyant de ce thème-là. Alors la question qu'est-ce qu'un bon vin, c'est un peu une question, moi, qui me fait penser au vaste débat sur le sexe des anges. Le vin qui procure du plaisir, oui, certes, mais quel plaisir et à qui? Est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce que c'est intéressant de le mesurer? Sûrement pas. Je pense que pour certains, dans le vin, c'est le cas
de Jean-Robert Pitt, dans le vin, il faut une part de mystère. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, mais pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie d'un peu de mystère, il y a des envies où j'ai besoin d'un plaisir simple, direct, immédiat, un bon goût, puisque j'ai très soif. Voilà. Je pense qu'il faut de la diversité. Et en tout cas, le consommateur nous dit qu'il y a de la diversité. Une bonne partie de mon activité, c'est enseigner le vin. J'ai à peu près 10 groupes d'élèves, de 20 personnes qui tournent sur des cours. Et je me rends compte, je fais systématiquement à la fin d'une séance de dégustation le tour, jamais personne n'est d'accord sur le meilleur vin du groupe. Et tant mieux, sinon tout le monde se jetterait sur ses flacons, il n'y en aura pas pour tout le monde. Il y a d'autres personnes qui cherchent à tout comprendre et à analyser. Donc il y a ça peut être un défaut professionnel de certains d'entre nous. C'est peut-être nécessaire si on veut rectifier le vin. Si on est œnologue, on a besoin de comprendre ce qui s'est passé dans ce vin, pourquoi il est comme ça, pourquoi il y a eu une déviation aromatique ou un problème quelconque. Et puis, il y a le simple plaisir. Alors, le plaisir direct, il faut toujours, comme Jean-Robert Pitt a dit, il faut le relativiser, c'est-à-dire le plaisir pour les uns n'est pas le plaisir pour les autres. Et je pense qu'il est très important de comprendre le formatage des goûts, le formatage culturel d'abord. Moi, je suis anglais d'origine, vous l'avez peut-être remarqué. Vous direz que peut-être que les Anglais... grands amateurs de vin sont les nécrophiles du vin. C'est-à-dire que mon frère, qui est un extrémiste dans ce domaine-là, considère qu'un champagne n'est pas buvable à moins de 20 ans. Voilà. Alors, c'est un autre goût. Qui a tort, qui a raison? Il n'y a absolument pas de raison ou de tort. C'est son goût. Voilà. Il nous sort du Roederer 82 quand je vais chez lui. Je suis très content. Mais en France, si on servait ces vins-là, on aura peut-être différence d'opinion. C'est-à-dire que la culture conditionne très clairement le goût, en dehors du parcours individuel qui est aussi important. Alors, est-ce qu'il faut-il établir une hiérarchie entre ces formes de plaisir ou ces visions du plaisir? Pourquoi, par exemple, un vin considéré comme, et là je cite des cotations sur les mêmes vins, subtil et fin par un dégustateur et fade et dilué par un autre, c'est le même vin, serait-il meilleur ou moins bon qu'un autre qui est pour le premier dégustateur excessif et vulgaire, et pour le second, explosif et superbe? Voilà, donc je crois qu'on pointe bien l'absurdité de cette affaire-là. Devons-nous donc nous amener, est-ce que ça nous amène à juger le goût des autres, et à dire, lui il n'aime pas ce que j'aime, donc moi je suis bon, lui il est mauvais? C'est évidemment pas acceptable. Enfin, pour moi, ce n'est pas acceptable. Dans le temps, on est incapable de juger, puisqu'on ne peut pas reculer, mais je crois qu'il est évidemment vrai ce que Jean-Robert Pitt a dit, que le goût autrefois, on ne le trouverait pas acceptable aujourd'hui. Mais est-ce que l'inverse serait vrai? C'est-à-dire, est-ce que les gens d'autrefois trouveraient notre goût acceptable? J'en suis pas sûr. Pour finir, je dirais que je ne jetterai absolument pas l'opprobre à la technologie. Il faut des vins technologiquement bien faits. Il ne faut pas oublier que le vin n'est pas qu'un produit élitiste. En tout cas, j'espère qu'il n'est pas qu'un produit élitiste. Je suis très content, et j'en bois avec grand plaisir, qu'il y ait des grands vins, rares et chers, ou pas si rares, mais très chers. Toutes les variantes sont imaginables, vous avez les combinaisons chez vous. Mais est-ce qu'il faut que des vins comme ça? Est-ce qu'il faut considérer que les autres ne sont pas des vins? Absolument pas. Les vins de soif, les vins simples, les vins bien faits technologiquement, et heureusement ils le sont de plus en plus, sont absolument vitaux pour faire croître et faire durer le marché du vin. Sinon, ça va se rétrécir comme un pot de chagrin. Et pensez pendant quelques minutes aux pays nouveaux consommateurs. Moi, j'ai passé beaucoup de ma vie professionnelle à voyager pour vendre du vin et ensuite pour parler du vin dans différents pays. Dans mon pays natal, où pour la première fois l'année dernière, la valeur du vin vendu a dépassé la valeur de la bière, c'est peu dire. Le volume, c'est peut-être pour dans quelques années. Aux États-Unis, qui vont dépasser la France comme premier pays consommateur de vin à l'horizon 2010, si on regarde les projections, et qui l'ont déjà de très loin dépassé en valeur. Et maintenant, l'Asie, qui commence à boire du vin. Et quand je donne des conférences au Japon, je suis époustouflé par la connaissance de ce pays, en tout cas des férus du vin dans ce pays. Mais il faut commencer quelque part. Et un nouveau consommateur de vin ne commence pas par des vins géographiques. Il commence par un vin qui plaise à son goût. Et il ne faut surtout pas jeter l'opprobre à ça. Les vins, autrement dit, sont intéressants parce qu'ils sont divers. Ils répondent à des goûts divers, des bourses qui n'ont pas la même capacité. Qu'il existe des vins rares et chers, on l'a dit, c'est essentiel. Mais il faut de très bons vins
le mieux fait possible, qui valent 2 euros, 3 euros, 5 euros. Je vous rappelle que 80% des vins vendus dans le monde sont vendus à moins de 5 euros. Il faut les considérer comme des vins et pas les mésestimer ni les mépriser en disant ce ne sont que des boissons industrielles. Là, je diffère avec Jean Repère. Merci. Merci beaucoup. Donc tout ça va nous ouvrir un large débat. Donc Thibault, l'historien vigneron, le vigneron historien. D'abord, c'est facile d'être historien et vigneron ensemble? C'est fait pour aller ensemble. Ah bon? Évidemment. Enfin, vin géographique, vin technique, je crois que l'essentiel a été dit. Je suis juge et partie, donc je n'aurai pas la prétention de vous dire ce qu'est un bon vin. J'ai aussi mes préférences pour les vins naturels, on va y revenir. Ce matin, en réfléchissant sur le bon produit, Pascal Horry a proposé 3 pistes de recherche. La première piste, c'était la santé. Bon, je pense que dans la salle, on est tous d'accord pour dire que le bon vin, c'est bon pour la santé, donc on peut régler cette question. Le deuxième thème de recherche, c'était le goût. Le troisième thème, l'authenticité, autrement dit le terroir. Donc c'est sur ces 2 points qu'on peut réfléchir. Bon, pour ma part, je n'aurai donc pas la prétention de parler pour le vin en général. Ce que j'aime, et je rejoins Henri Marionnet, le vin que j'aime, c'est le vin que j'aime faire, enfin plus exactement que j'aime voir mon père faire. C'est donc un vin naturel. Ce que j'appellerais un vin naturel, c'est un vin produit d'une agriculture respectueuse du terroir, respectueuse de l'environnement, respectueuse des sols, qui permet au vin d'exprimer un terroir. Donc, on en discutait tout à l'heure avec Henri Marionnet, on était d'accord pour dire que le travail avant la vendange était tout aussi important, voire plus important que le travail qui se passe après la vendange, le travail de vinification. Donc, je pense au travail des sols, au respect de la vie biologique des sols, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Donc, pour moi, un bon vin respecte le terroir, mais on est tous conscients que le vin, c'est une alchimie complexe. Le cépage, le terroir, les conditions atmosphériques et enfin la matière grise du vigneron, le savoir-faire du vigneron. Donc, selon les époques, les lieux, tout change et tout est relatif. Je pense aussi, comme Henri Marionnet, qu'on ne peut pas faire l'économie pour appréhender cette question d'une connaissance du vin, d'une éducation au vin. Et c'est sans doute un des problèmes très actuel, hein, le problème de l'éducation au vin, comment éduquer les gens au vin. C'est facile quand on est dans les rangs de vignes, quand on se balade dans les vignes, quand on voit son père faire, quand on voit son père vinifier. Donc, en plus, quand on est historien, on a la chance d'avoir une grille de lecture qui permet de comprendre un peu plus profondément les choses. Il suffit de se plonger dans les coutumes rédigées au XVIe siècle sur la façon de faire. On retrouve des choses très précises, bien plus précises que les termes du décret d'appellation des AOC de 1935. Donc l'histoire permet aussi donne des clés de compréhension, savoir ce qu'est un bon vin, ce qu'est un vin, c'est une chose très complexe. J'aimerais citer, on a entendu ce matin le président de Slow Food France qui a dit quelque chose de très beau, qui a parlé de sa profession de foi, de la profession de foi de Slow Food. Il disait ce que l'on recherche, nous, c'est le plaisir, c'est l'éthique et c'est la connaissance. Et pour finir, je suis d'accord avec Jean-Robert Pitt, un bon vin doit apporter du réconfort, doit apporter des émotions. Et comme disait Jean-Claude Ribaud, un vin, ça se partage. Tous ne sont pas d'accord avec ça. Jules Chauvet, qui était un fameux dégustateur, disait que lui dégustait son vin à 11 heures tout seul dans sa cave. En Suisse, oui. Et bon, c'est austère, hein, déguster son vin, un vin différent, tous les matins à 11 heures parce qu'il ne considérait que c'était l'heure la plus propice, après le café, avant le repas. Bon, moi je préfère le partager avec des amis, le bon vin. Et je pense que le bon vin, c'est aussi de l'émotion, du partage et du plaisir. Voilà.
Bon, merci à tous. Donc, il n'y a pas énormément, on ne mettrait pas beaucoup de feuilles de papier à cigarette entre nous. Il n'y a pas énormément de différences. Il y a des nuances dans nos façons de voir les choses, mais je vais essayer de mettre un peu de dialectique, si vous me permettez. C'est mon rôle. Et puis après, vous aurez la parole. Parce que, bon, en gros, on est à peu près tous d'accord que le bon vin, c'est celui qu'on aime, soit qu'on aime faire, qu'on aime boire, celui qui donne du plaisir, qui rend heureux, la bonne santé, avec des copains, accompagné d'une bonne cuisine. Au fond, il y a beaucoup de cuisiniers, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, il doit y en avoir, qui diraient aussi la bonne cuisine, c'est celle que j'aime, c'est celle que j'aime partager avec mes clients, qui sont contents de manger ce que je mange aussi et ce que j'aime manger. Donc il y a une question de partage. Et ça touche, je crois, à des questions profondes. On n'a pas de philosophe autour de à cette table ronde, mais la question de l'esthétique, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas beau, qu'est-ce que c'est que le bon goût et le mauvais goût. Donc c'est des questions que les philosophes évoquent énormément et qui, en particulier autour des questions d'art contemporain, sont tout à fait importantes aujourd'hui. La différence, c'est qu'en cuisine, il y a sans doute eu, en particulier depuis une vingtaine d'années, une certaine forme, comme dans d'autres formes d'art contemporain, que ce soit la mode vestimentaire ou la peinture ou la musique, de provocation, ou du moins jugée par un certain nombre de gens qui observent, qui contemplent ces formes d'art, comme de la provocation. Je ne suis pas sûr qu'en matière de vin, il y ait eu cette volonté de provoquer. D'ailleurs, est-ce que ça aurait marché s'il y avait des vignerons vraiment provocateurs? Alors c'est sûr qu'il y a des gens, on peut dire que c'est de la provocation que d'essayer de faire un très bon vin dans une région considérée habituellement comme donnant des vins moyens ou médiocres. Et c'est vrai que quand il y a eu les premiers vins corrects, voire très bons du Languedoc, ça a été une grande surprise, mais ce n'est pas vraiment de la provocation. Il n'y a pas l'équivalent, si vous voulez, me semble-t-il, mais peut-être je me trompe, de Ferran Adria en matière de vin. Alors, ce sur quoi je voudrais vous lancer, c'est sur une phrase qu'a dite Henri Marionnet, et moi qui me chiffonne un tout petit peu. Il a peut-être raison, mais ça me chiffonne un tout petit peu. C'est quand il dit il faut quand même qu'un bon vin, c'est le vin que j'aime, c'est le vin que j'aime partager, mais il faut quand même qu'il soit reconnu par une majorité de gens. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me gêne un tout petit peu. Je prends deux exemples. Le vin jaune, par exemple. Il n'y a pas une majorité de gens qui aiment le vin jaune. Ceux qui n'en ont jamais bu, ils ne trouvent pas ça bon du tout, du tout. À partir du moment où on en a goûté, où on l'a bu dans le cadre régional, avec les plats de la région, avec un vieux comté de 18 mois, avec un coq aux morilles, oui, on commence à se dire, tiens, c'est pas mal le vin jaune. Et quand on a goûté ça avec des jurassiens qui sont quand même des gens, il y en a dans la salle, je sais, qui ont un certain sens de la convivialité, on arrive à rentrer dans le monde du vin jaune. Mais sinon, a priori, c'est plutôt répulsif. Et puis, je prends un vin que, semble-t-il, tout le monde aime en France, même s'il y a une certaine désaffection en ce moment, le Beaujolais nouveau banané, tout le monde aime, ou tout le monde a aimé. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bon vin, Henri? Et puis après, David. Oui, au risque de vous provoquer, le vin nouveau, c'est peut-être le vin le plus difficile au monde à faire. Parce que 3 semaines après la récolte, votre vin doit être parfait, en principe. Il doit être parfait. Et c'est toute la difficulté de la chose, et donc, parce qu'en fait, il est tellement difficile qu'on a commencé à avoir des imperfections dans les vins nouveaux. Il faut dire qu'au début, voilà, 30 ans, les Beaujolais nouveaux, c'était une petite quantité, c'était les meilleurs vignerons, donc on avait les meilleurs cuvées, donc tout se passait bien. Puis petit à petit, le succès aidant, une masse de vin s'est faite en primeur. Et dans cette masse, fatalement, tout le monde n'a pas le talent pour le réussir. Et on a vu effectivement des cuvées pas très belles, ce qui a contribué malheureusement à un petit peu un désamour de ce type de vin. Mais je vous reprends, c'est un vin pas facile à réussir. David. Oui, juste deux remarques. Moi aussi, cette phrase que Henri, vous avez prononcée m'a aussi choqué. Je trouve que la majorité a très très souvent tort, mais bon, ça on le voit dans le rétroviseur malheureusement trop souvent. Trop de démocratie tue la démocratie. Oui. Mais il y a un autre terme qui, je ne sais pas si ça peut faire un débat, mais c'était en tout cas une préférence de vous tout à l'heure sur les vins naturels. J'ai entendu ça me fait dresser les poils sur le crâne aussi, ce terme-là. Parce que le vin naturel, c'est du vinaigre. Ça n'existe pas, le vin naturel. Est-ce qu'il est naturel de cueillir des raisins, de les mettre dans une cuve, de les presser? Non. Alors je dirais le plus naturel évidemment, possible. C'est une procédure technique, technologique. Évidemment, les technologies varient.
On est dans le mythe. Et c'est une des choses qui m'agace un peu dans le monde du vin. On navigue trop dans le mythe. On essaie de projeter quelque chose en disant le vin naturel, mais le vin naturel n'existe pas. Après, on peut débattre sur des points techniques précis, c'est-à-dire plus ou moins de soufre ou pas de soufre du tout, sachant que si on ne met pas de soufre, on ne peut pas l'exporter. On peut difficilement le conserver, sauf si tout le monde respecte une certaine chaîne. Il y a un certain nombre de problèmes, mais le nombre de vins sans soufre que j'ai goûté qui soit pétillé, il y en avait un hier soir que quelqu'un m'a servi, soit on sent l'écurie, je ne les compte plus. Donc je crois qu'il faut se méfier des mythes. Je le disais avec un brin de provocation, justement, pour allumer le débat. Eh ben, ça a marché. Oui, mais on peut aller beaucoup plus loin parce que c'est actuellement un des grands débats entre quelques spécialistes qui, entre différents supports, différents titres, se répondent, s'engueulent très gentiment. Je pense à Michel Béthane qui a publié récemment son nouveau guide des grands vins et qui, dans un éditorial, a très très méchamment et très sévèrement allumé, comme on dit, ce qu'il appelle les bio-cons. Alors les biocons, ce sont pour lui des gens qui font des vins, en effet, des vins qui puent, des vins qui sentent l'écurie, etc. Bon, et parce que, dit-il, alors il laisse entendre bien sûr qu'il y a des... Il met dans le même sac alors les bio un peu, pas très sérieux, la biodynamie, biodynamie mal faite, un certain nombre de vignerons dont certains sont dans cette région d'ailleurs et pourraient se reconnaître dans ses propos. Henri Marionnet pourrait nous donner des noms, mais enfin on restera discret. Alors, les biocons, ça lui a valu quelques rodomontades ici ou là. Moi-même, j'ai marqué un peu le territoire parce que je crois qu'on ne peut pas tout à fait jeter la pierre à des gens qui, même si les résultats des vins qu'ils font ne sont pas fameux, après tout ne représentent que assez peu d'hectolitres, enfin bon, et ils ne sont pas dangereux pour la santé jusqu'à présent. Alors c'est vrai qu'il y a des bouteilles qui pétillent, il y a des vins qui ont des goûts assez terrifiants, mais moi je me souviens il y a 20 ans à New York, chez un marchand de vin, d'avoir vu un petit amoncellement de bouteilles dont 2 avaient explosé, il y avait un petit cordon autour, et le marchand nous dit n'approchez pas, il y a 2 bouteilles qui viennent d'exploser. C'était du Spanish Burgundy. Alors évidemment, cette affaire-là, elle est ancienne, elle est permanente. Faut-il jeter la pierre à ces gens, à ces gens qui font, dans le fond, qui s'amusent, qui se réunissent entre eux, qui ont une tendance un peu forte, une propension à s'arsouiller très sévèrement. Moi, je serais plutôt indulgent, voilà, pour ceux qu'on appelle les tenants du vin naturel, puisque c'est maintenant le débat qui tourne autour de ça, et dont l'un des précurseurs a été un type dont le prénom m'échappe, Jacques Laurent, je ne sais pas si Philippe Laurent peut-être, au domaine de Gramenon dans le Vaucluse, qui s'était attiré les foudres de tous ses voisins vignerons en mettant sur sa propriété une grande pancarte « Ici, vin de raisin ». Bon, vous avez reconnu l'indulgence habituelle de Jean-Claude Ribaud, qui est un ami de l'humanité. Je pense que quand même sur le bio, quand ça atteint une dimension religieuse et sectaire, ça commence à devenir dangereux. Quand c'est, comme vous dites, une bande de copains qui ont envie de s'arsouiller, c'est plutôt sympa. Mais parfois, il y a quand même, vous entendez des gens qui vous tiennent un discours moralisateur sur le vin. Et ça, je ne suis pas sûr que la morale, au sens janséniste du terme, et le bon vin fassent bon ménage. Henri. Oui, je veux bien en parler de ce problème-là parce que j'y suis très attaché également. Si vous voulez, je crois qu'il n'y a pas de miracle dans la vie. Je crois que d'abord, pour faire du bon vin, il faut déjà avoir du bon raisin. Et on ne peut pas se permettre d'avoir un raisin soit pourri, soit malade, soit plein de mildiou, soit plein de black rose. Et là, vous allez tout droit à une mauvaise qualité. Ça, il n'y a pas de miracle. Par contre, on n'est pas là pour doper les vignes. On n'est pas là pour en faire une bête de somme à fabriquer, à surfabriquer même du raisin. Donc, si vous voulez, tout doit reposer dans un équilibre naturel normal.
Et ma démarche personnelle, c'est ça, c'est de faire des petits rendements, ce que nous donne la vigne. On n'a pas des sols très riches, mais on laisse la vigne donner ce qu'elle a à donner, on la protège, mais surtout, on en met le moins possible. C'est ça. Si vous voulez, on est à la limite de la rupture. J'ai même perdu une récolte entière parce qu'il y a un traitement que je n'avais pas fait. Donc, vous voyez, c'est toujours comme ça qu'il faut jouer. Cette année qui a été extrêmement difficile, il y a beaucoup de gens bio qui ont été obligés de traiter parce qu'ils allaient tout perdre, et d'autres ont tout perdu. Si vous voulez, l'excès est toujours mauvais. Et si vous voulez, on travaille avec la nature, il faut être raisonnable, il faut être équilibré. La nature ne se domine pas comme ça. Elle est telle qu'elle est, il faut la prendre telle qu'elle est, avec sa beauté, avec ses faiblesses. Eh bien voilà, on s'adapte, c'est tout. Et après, pour le vin, là, c'est autre chose. Là, il faut, et moi aussi, j'ai une recherche où j'en mets le moins possible. Et je vais contredire un petit peu ce qu'a dit David Cobold. Je fais, moi, personnellement, une cuvée depuis 18 ans où on met rien. Le jeu, c'est de dire on met rien, pas de soufre, rien, c'est du jus de raisin qui a fermenté, point. Mais je fais une cuvée, je ne fais pas toute la récolte comme ça c'est vrai. Parce qu'effectivement, c'est trop dangereux. Il est certain qu'il ne faut pas oublier que la destination normale du raisin, c'est le vinaigre. Si l'homme n'intervient pas, vous faites un magnifique vinaigre, mais vous ne ferez pas un très beau vin, c'est pas vrai. Voilà, donc l'homme est là pour essayer de magnifier la nature, mais pas la transformer. On est là pour essayer de faire un vin le plus naturel possible, et c'est tout, pourvu qu'il soit bon. Oui, sauf qu'il y a quand même la patte du vigneron, qu'avec le même raisin, on peut faire des vins différents, qu'il y a aussi la nécessité de vendre. Et s'il n'y a pas de consommateurs, et là ça rejoint ce que Roger Dion et sa grande théorie, il n'y a de bon vin que s'il y a des consommateurs qui l'achètent. Sauf si on fait pour soi-même uniquement, mais à partir du moment où on cherche à vendre, il faut bien trouver un client. Il faut plaire au plus grand nombre. En tout cas, il y a suffisamment de gens pour pouvoir survivre. Mais je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, David. J'ai vu que vous opiniez du bonnet, ou plutôt vous n'étiez pas d'accord, ce qui est normal, sur l'idée de vin provoque. Il y a des vins provocateurs, à votre avis, comme la cuisine, comme une certaine cuisine d'aujourd'hui? Oui, il y a des vignerons provocateurs. Et quelque part, ils ont raison. Mais je pense aux gens qui se voient refuser l'agrément. Parce que l'agrément, bon, je ne sais pas s'il y a des gens de l'INAO ici, je vais m'attirer des foudres, mais c'est une foutaise. Hein. Excusez-moi l'expression, c'est une douce Usages farce. locaux, loyaux et constants. Oui, mais ça ne veut rien dire. C'est quoi les usages loyaux et constants? D'abord, les usages ne sont pas constants. Est-ce qu'ils sont loyaux et qui va le juger? Alors, est-ce que ça veut dire que le vin est marchand? Donc, c'est quoi? Quelque chose qui se vend? Il y a plein de gens qui ne reçoivent pas l'agrément, qui vendent très bien leur vin. Donc, ça ne veut rien dire. Et ces gens-là sont des provocateurs pour vous? Ils tournent leur rejet en jeu de provocation avec des étiquettes parfois drôles, parfois on peut penser ce qu'on veut, mais en tout cas ils jouent clairement le provoque, il y en a pas mal dans cette région. Et pourquoi pas? Je trouve que c'est très sain, ça. Et vous les compareriez à Ferran Adrià, par exemple, en cuisine? J'irai pas si loin parce qu'il n'y a pas vraiment un travail de différenciation aussi forte que ça. Mais il y a des gens qui veulent planter, par exemple, la Syrah en Val-de-Loire. Et pourquoi pas? Je trouve que les appellations contrôlées, maintenant, on peut les critiquer. Ils étaient faits à une certaine époque et c'était très bien qu'ils aient été faits. Maintenant, je crois qu'il faut bouger un peu. Le réchauffement climatique est une réalité. Gallet avait dit, pourquoi pas la Syrah en Val-de-Loire quand il a fait le tour de France. Et le sucre résiduel dans le Sancerre? Pas Gallet, pardon, Viala. Vaste question. Alors, faut-il du sucre Oui, résiduel dans le Sancerre? C'est de la provoque, ça, ou pas? D'abord, sur la question des vins provocateurs et des vignerons provocateurs, ça c'est évident. Il y en a eu, il y en aura. Et ça fait avancer le et ça fait avancer les choses. Hein, et tout n'est pas réussi, mais ça alimente les débats. Et puis, ça fait des fois de parfaites réussites commerciales. Ça, c'est une autre question. On pourrait revenir sur est-ce qu'un bon vin est cher? Est-ce qu'il faut mettre beaucoup d'argent pour avoir un bon vin? Je sais pas. Il y a des vins de très bons, ne serait-ce que dans cette région, autour de 5 €, on peut trouver chez certains vignerons de très bons vins. Tout à fait. Sinon, pour un dernier mot sur le vin naturel, je suis d'accord avec Vous avez vu qu'il Henri échappe à la Marionnet. question sur le sucre résiduel dans le Sancerre. J'y arriverai. Vilain. Ce que je disais, c'était effectivement, je suis partisan d'une intervention raisonnée. Et quand on parle des vins techniques, c'est justement une intervention assumée. Alors, ça peut être les enzymes, ça peut être les levures, ça peut être tout un tas de choses. On n'indique pas sur les bouteilles de vin les produits ajoutés, tous les produits ajoutés. Ça serait intéressant. Peut-être qu'un jour on y arrivera, mais il y aurait beaucoup à dire
sur les produits que l'on ajoute au vin et sur tous les continents. Donc le soufre, protéger la vendange, ça me semble quelque chose aussi de raisonnable. D'ailleurs, c'est un procédé pour éliminer les mauvaises levures. Enfin, bon, on ne va pas entrer dans le détail, mais voilà, c'est ce que j'appelais un vin naturel. Je ne suis pas partisan de ces druides qui se réunissent, barbus. Enfin, voilà. Sous la pleine lune, comme les druides. Voilà, le vin de druide. Donc, pour les sucres résiduels, alors là, je serais complètement d'accord avec David Cobbold. Les critères INAO sont parfois mal faits. On a des critères très stricts, par exemple pour l'appellation Sancerre, à savoir 4 grammes de sucre résiduel. Maximum. Voilà, maximum. Ça marche peut-être pour 95% de l'appellation, une appellation qui fait 2300-2500 hectares maintenant. Mais il y a de vieux coteaux qui sont plantés depuis des siècles. Les tout premiers coteaux du Sancerrois plantés en blanc, c'est à Chavignol, dans le village de Chavignol, célèbre pour son fromage de chèvre, mais aussi pour son vin. On a des coteaux argilo-calcaires, des marnes chiméridiennes, on ne va pas non plus entrer dans le détail. On a des vins qui, naturellement, s'arrêtent à 12,5 et ont des sucres résiduels, un peu plus que 4 grammes, et qui se garderaient fort bien comme ça, et qui ne peuvent pas passer les critères de l'appellation. Or, ces vins-là sont souvent les meilleurs, les plus riches, des vins gras. Évidemment, ce sont des vins marginaux dans l'appellation Sancerre. L'appellation Sancerre, maintenant, pour la plupart des gens, c'est des vins secs, c'est des vins expressifs, mais on peut faire des choses très différentes. Je ne vais pas citer de nom, mais on peut faire des choses très différentes. Donc il est clair que le Clos de Beaujeu, avec ses 10 grammes de sucre résiduel, est quand même un grand vin. Non, mais je pense à Paul Cotta, je pense à Edmond Vatan, je pense à des gens qui font des vins formidables, qui peuvent évoluer sur 20 ans, 25 ans, et qui sont des vins en marge, et qui n'ont pas la prétention d'être le Sancerre, et qui sont quelque chose d'à part, mais qui sont peut-être trop marginaux pour les critères de l'appellation, qui ne peuvent pas passer cette barrière, qui sont vendus, qui existent. Hein. Je ne vais pas vous dire que ces vins-là n'existent pas, mais qui sont un peu hors la loi, quelque part. Et ça, c'est dommage. Et on pourrait revenir, il y a des raisons historiques, mais ça peut brider aussi les bons vins. S'il faut revenir sur le thème, il ne faut pas brider l'imagination des vignerons. Oui, c'est important. Et puis, bon, je ne suis pas non plus hostile à l'invention de nouveaux cépages. Henri Marionnet, qui travaille sur les cépages, qui connaît ça mieux que personne, sait qu'en étant attentif et curieux, on peut faire des choses formidables. Se passer de porte-greffe, hein, des choses que moi, je serais très curieux de découvrir plus avant, mais... Donc, il ne faut pas brider les vignerons et il faut leur faire confiance, surtout. Enfin, dans une certaine mesure. Bon, alors voilà, on a fait un premier grand tour de table. Pardon, on a sans doute été un peu long, mais maintenant on peut ouvrir un large débat. Donc, vous avez la parole et vous pouvez nous contester, ajouter votre grain de sel, dire vous ce que vous pensez être un bon vin et interroger les uns et les autres autour de cette table. Qui veut se lancer ? Un vigneron, un amateur éclairé, les deux. Ici, là, il y a une question, là. Un franc-comtois. Voilà, vous n'avez pas parlé des étiquettes. Vous avez fait allusion donc, à des manjars qui pouvaient enchanter des Bordelais en Géorgie. Et donc des gens qui boivent du vin dont ils ne savent pas ce que c'est. Mais vous n'avez pas parlé du rôle que joue justement tout l'habillage de la bouteille là-dessus. Il y a eu beaucoup de tromperies, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu beaucoup d'obligations qui ont été imposées par la loi pour respecter un certain nombre de choses. Il y a beaucoup de châteaux qui sont des beaux dessins sur des bouteilles bordelaises. Qu'est-ce que vous en pensez les uns et les autres ? Jean-Claude ? L'étiquette est un facteur de vente, effectivement. Les tromperies ou l'humour peut s'exercer de façon diverse. Je connais dans la région des Baux un vigneron qui a repris une propriété il n'y a pas très longtemps, qui a planté un cépage complètement inconnu dans cette région, qui est un petit verre d'eau, qui est un cépage bordelais, qui fait un 100% petit verre d'eau, donc,
en plus avec un palissage d'un type particulier, en lyre, pour bien le faire mûrir, et qui, sur ces bouteilles, comme c'est un vin complètement atypique qu'il n'a pas le droit de millésimer, mais il y a dessus un numéro, et il se trouve que c'est l'année hébraïque. Alors, évidemment, personne ne s'amuserait à l'attaquer. Et René Renoux, le regretté président de l'INAO, disait « J'aurais bonne mine si je lançais une action contre ce vigneron ». Bon, anecdote. Mais alors c'est vrai que l'étiquette est souvent trompeuse. Mais alors, et par rapport aux habitudes non pas de consommation, mais d'achat, notamment dans les linéaires de grande surface, il est certain que ça joue un rôle tout à fait important. Il y a des vins, des Bordeaux, j'ai regardé ça récemment, des créations tout à fait intéressantes. On voit une espèce de tête de lion qui sort d'une... bon, bien sûr, il y a une appellation château, alors que c'est un vin tout à fait simple et ordinaire. Et en héraldique, quand on n'a pas de quartier de noblesse, il y a toujours un lion, n'est-ce pas? Donc, en plus, le forfait est signé pratiquement. Ceci étant, les vins les plus prestigieux ont aussi des signatures tout à fait simples et tout à fait banales. Je pense à la bouteille de Romanée Conti ou de la Tâche, de Yquem, qui est tout à fait... L'Yquem est un petit peu plus sophistiqué, mais la Tâche est très, très sobre. Hein. On a simplement, quand on a vidé une de ces bouteilles, envie d'écrire avec ses copains, mort à la Tâche. Si je peux rajouter quelque chose. Oui. Je dirais que là, on rentre dans le domaine de la communication, et là, c'est presque la quadrature du cercle. On ne peut pas décrire, on écrit, on a beaucoup de mal à décrire en parole le goût d'un vin. C'est impossible. Je crois que même si je suis assez critique envers son bouquin, le bouquin de Nosseter le dit très clairement, c'est l'impossibilité de décrire le goût. Alors, il n'y a même pas de mots pour ça. Il n'y a pas de mots, parce qu'on ne fonctionne que par comparaison. Ça sent voilà. la plume de faisan ou la fraise des bois. Mais... Oui. Alors, quant à l'étiquette, je crois qu'il faut accepter la diversité des étiquettes. La seule chose sur laquelle sur laquelle je crois qu'il faut être clair, c'est qu'il y a une part d'information factuelle au consommateur. Et là, il ne doit pas y avoir de tromperie. Il doit y avoir des règles assez strictes sur si on dit quelque chose, ça doit être vrai. Alors, le problème, c'est que ça, ce n'est pas toujours étendu, surtout à la contre-étiquette, quand il peut y avoir des descriptions qui sont là pour vendre et qui ne correspondent à aucun fait. Les Australiens ont une règle assez claire et simple sur cette histoire-là, c'est the Label Truth Law. Et dans cette règle, si on dit que c'est d'un millésime, ça doit être d'un millésime. Si on dit que c'est d'un cépage, ça doit être de ce cépage. Si on dit que c'est d'une région, ça doit être de cette région, ou d'un domaine, de ce domaine. Ça ne va pas plus loin. Il y a la seule chose qui rapproche à nos appellations contrôlées, ce sont des appellations géographiques. C'est pareil aux États-Unis. On n'impose ni le cépage, ni le vieillissement, ni quoi que ce soit, ni des techniques, ni des rendements. Ça, c'est libre. C'est le consommateur qui décide si c'est bon ou pas. Je trouve que ce genre d'approche est assez sain. Après, quant au décor, je crois que vous parlez un peu de ça. Ça doit être libre. Après tout, c'est un outil de vente, l'étiquette. Il faut que ça reste comme tel. Oui. Il y a quand même un petit problème qui est, par exemple, dans les appellations contrôlées françaises, il y a des hiérarchies. Il y a par exemple l'appellation générique, premier cru, grand cru, dans un certain nombre de régions. Le problème, c'est quand on trouve des vins portant des appellations prestigieuses, souvent issus du négoce, mais pas toujours, mais souvent issus du négoce, et qu'à la dégustation, on est extrêmement déçu. On s'est dit, c'est pas possible, j'ai acheté ce vin dont j'attendais le plaisir correspondant à la place de ce vin dans la hiérarchie, je l'ai payé cher, et c'est de la bibine à l'intérieur. Et vous savez bien, ça arrive, par exemple, dans les avions. Ça vous arrive dans les avions où vous avez des vins dans les classes supérieures de grandes appellations et qui sont vraiment de la bibine. Donc ça, il y a quand même un vrai problème, qui peuvent être buvables d'ailleurs, mais qui ne correspondent absolument pas à ce qu'il y a à l'intérieur. C'est surtout vrai d'ailleurs, je trouve, des Bourgognes, un peu moins vrai des Bordeaux. Peut-être que ça tient à la quantité disponible sur le marché, parce que les Bourgognes sont extrêmement éclatés en toutes petites appellations et petites propriétés. Donc les compagnies aériennes achètent des grands volumes et c'est pas facile
d'acheter autrement que dans le négoce, et le négoce a tendance à mélanger, à diluer les qualités des vins, et souvent, malheureusement, enfin moi c'est mon sentiment, peut-être ça vous choque, ou ça choque les uns et les autres autour de cette table, je trouve, à dévoyer les appellations et à vendre des vins qui ne sont pas du niveau de ce qu'on est en droit d'attendre d'une appellation. Le seul bémol que je mettrais à ça, c'est que ce n'est pas, heureusement ou malheureusement, la seule affaire des négociants. Il y a de très mauvais récoltants aussi. L'importance dans ça, pour décoder la Bourgogne, c'est qu'il est aussi important, voire beaucoup plus important, de connaître le vigneron, le producteur, quel que soit son statut d'ailleurs, que l'appellation. Et combien de fois, le village d'un bon vigneron est bien meilleur qu'un grand cru d'un mauvais. Autrement dit, l'appellation est incapable de garantir de la qualité. À imaginer qu'on puisse définir le sens de ce mot-là. Alors, est-ce qu'il faut supprimer l'INAO ? Oui, pour moi, il faut supprimer l'INAO. Oui, ça sert à rien. On peut voter comme dans les assemblées générales de la Sorbonne. Non, Jean-Claude n'est pas d'accord. Non, je voudrais quand même justement... Ouais, je voudrais justement faire une remarque. Si vous voulez, dans l'origine du vin, de moins en moins sur l'étiquette, on ne sait pas si on a affaire à un négociant en vin ou à un propriétaire. Et si vous voulez... et ce n'est pas l'astuce, mais c'est la légalité, il faut regarder la capsule. Sur le haut du timbre fiscal, il y a soit récoltant ou alors la lettre R, et ça vient vraiment de chez le vigneron directement, ou alors il y a la lettre E qui signifie embouteilleur ou N qui signifie négociant. Voilà. Donc seule la lettre R et récoltant signifie que la bouteille que vous achetez vient bien du domaine qui est marqué sur l'étiquette. Monsieur là-haut. Bravo, vous êtes dans le vif du sujet. Enfin, vous voulez dire. Ah non, pas enfin, depuis le départ. J'ai une petite expérience, toute perso. Je connais le Saumur-Champigny à peu près depuis sa création, depuis sa venue au monde. Et j'ai fait une expérience cet été, même en 2006 aussi, où j'ai fait quelques viticulteurs du Saumur-Champigny. Et je n'ai pas retrouvé le goût chez certains. Mais alors pas du tout. J'ai retrouvé des vins bien faits, j'ai retrouvé des vins beaucoup plus chers qu'à l'accoutumée, c'est clair, mais le goût du Saumur-Champigny disparu. Alors, si l'INAO sert à préserver l'authenticité, qu'est-ce qu'elle fait pour le goût? À mon avis, rien. Et quel est le but des gens de cette région en voulant changer, bien, peut-être pas en totalité la nature de leur vin, mais changer de marché? Voilà ce que j'y ressens. Et il est meilleur ou moins bon, le Saumur-Champigny de maintenant? Je suis certain que vous pensez la même chose. C'est pas correct. Je suis certain que vous pensez la même chose de la blanquette de veau d'aujourd'hui par rapport à celle de votre grand-mère. Non. Le Saumur-Champigny, monsieur, c'est un goût extrêmement particulier. D'accord. Qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et certains grands ont encore gardé ce goût. Mais il semblerait qu'il y ait une partie de la profession qui l'abandonne. Alors ma question est, comment protéger ça? Est-ce que c'est possible? Et est-ce que vous avez vécu la même chose? Non, ce n'est pas possible puisque les consommateurs changent. Donc si les gens qui vinifient autrement ou qui font un autre goût que celui que vous aimez, vous, ben, je suis triste pour vous. Il faut que vous trouviez vite un vigneron, que vous trouviez d'autres personnes pour l'aider à subvenir, à continuer à faire ce vin-là. Mais les goûts changent et la population qui boit du vin change. Un vigneron ne peut pas survivre s'il ne vend pas. Donc s'il vend son vin, il a raison. Vous oubliez le marketing. Mais non, on est en plein dedans. Le marketing n'est que la relation entre le producteur et le marché. On est d'accord. Et l'authenticité du goût et l'INAO, qu'est-ce Mais qu'elle c'est fait un mythe. Il n'y a pas l'authenticité de goût, il n'y en a pas. Oui, Il change avec le temps. On est d'accord. Voilà, Non, mais c'est ma conclusion aussi. Ah oui, vous avez autant de Saumur-Champigny qu'il y a de vignerons. Et c'est vrai pour toutes les appellations. Et heureusement, oui. Bien sûr. Non, juste un mot. Je ne vois pas ce que vient faire l'INAO dans ce débat, puisque l'INAO garantit, selon la loi, une aire d'appellation et un certain nombre de critères, mais évidemment pas ceux de goût. Nous venons d'en parler depuis une heure. Le goût étant quelque chose de très particulier, de très personnel et de très lié à des techniques de fabrication, à un terroir, etc. En quoi l'INAO viendrait-il garantir quoi que ce soit? C'est vraiment à chaque vigneron et à son client et à chaque consommateur l'agrément. Mais bon, alors avec les limites que l'on connaît et des tas d'histoires qui évidemment sont, dont la dernière est celle de Marcel Richaud qui vient de se voir refuser l'agrément de ses vins. Bon, mais
dans sa fonction régalienne, l'INAO n'a pas ce rôle. Ouais, elle est totalement innocente pour une fois. Une autre question. Non, moi, je voulais juste apporter une petite information, parce que quand on a des problèmes et qu'on n'ose pas, qu'on n'a pas le courage de les résoudre, on les reporte sur les autres. Et parce qu'aujourd'hui, là, on vient d'entendre, en commençant sur le problème des vins sucrés, enfin des vins avec reste de sucre, en disant c'est la faute de l'INAO qui ne veut pas accepter ça. Mais c'est qui l'INAO? J'ai expliqué ce matin, au cours de mon intervention, que tout le fondement du système des appellations d'origine en 1935, il a été fondé sur un système autogestionnaire. C'est-à-dire qu'on a dit, puisque l'administration en 1905 n'a pas été capable de définir les appellations, puisque les jugements de tribunaux n'ont pas été capables de le faire non plus, en 1935, le coup de génie, à l'époque, je dis bien à l'époque, ça a été de confier ça à la profession. Et quand je dis à la profession, ça veut dire que dans le comité national de l'INAO, il y avait 80% de producteurs et négociants, avec 2 tiers producteurs, 1 tiers de négociants, et l'administration était réduite à sa plus simple expression, une dizaine de pourcents. Donc aujourd'hui, moi aussi je regrette qu'il y a certains Sancerre qui ne soient pas dans l'appellation Sancerre. Mais qui aujourd'hui, quand on dit « Ah, c'est la faute de l'INAO », c'est qui l'INAO? Ben, c'est les producteurs de Sancerre. C'est les vignerons, oui. C'est les vignerons de Sancerre qui, aujourd'hui, disent ben non, on ne va pas aller demander à l'institution INAO de changer le décret pour permettre à ces vins-là d'avoir l'AOC. Donc, l'AOC, l'INAO, c'est facile de dire c'est la faute de l'INAO, mais qui c'est l'INAO? C'est les producteurs eux-mêmes. Donc, c'est les producteurs eux-mêmes. Quand M. Marcel Richaud se fait refuser son vin dans ce qui est, j'espère, la dernière campagne de dégustation, et là, je rejoins complètement M. Cobol, la dégustation telle qu'elle existait jusqu'à cette année, c'était une foutaise, c'était devenu une vaste fumisterie. Mais je veux dire, c'est des producteurs et des négociants qui ont refusé le vin de M. Richaud et des producteurs de la région. Donc, je crois qu'il faut arrêter de dire et de rejeter sur une espèce d'instance. C'est facile, en plus, elle est là-haut à Paris, on peut lui taper dessus, ça nous évite de faire notre mea culpa. Mais à Sancerre, je suis désolé, et dans toutes les appellations où il y a un certain nombre de marginaux qu'on retrouve dans les groupes comme Sèvres, tout ça, c'est simplement parce que ce sont les vignerons, les autres copains de l'appellation, qui n'ont pas eu le courage ou la volonté de faire rentrer, ou qui étaient peut-être bien contents de le laisser dehors. Je suis complètement d'accord avec vous. Et d'ailleurs, on rejoint un problème qui est celui de l'authenticité. Le problème, c'est qu'on peut aussi avoir à un moment donné une notion de l'authenticité d'un vin qui est l'orthodoxie du Sancerre, l'orthodoxie du Saumur, je ne sais pas. On peut aussi avoir des problèmes avec ça. Je visais l'INAO, je sais parfaitement comment marchent les procédures. Effectivement. Et je ne pense pas que... je ne sais pas si la nouvelle réforme qui vise à confier à une commission indépendante l'agrément, ça va apporter beaucoup de clarification, parce qu'on aura toujours une idée toute faite de ce qu'est un Sancerre, de ce qu'est un Saumur, et ça peut poser des problèmes. Bon, ceci dit, Marcel Richaud n'a sans doute pas besoin de l'INAO pour vendre son vin, c'est vrai de tout un tas de vignerons qui ont eu ce type de problème. Je le regrette. C'est peut-être quand même une petite perversion du système, parce que la majorité n'a pas toujours raison. Et là, on revient à un problème qu'on a eu tout à l'heure. Vous insistez là. Voilà. Est-ce que l'INAO, est-ce que vous avez 400 vignerons à Sancerre, est-ce que la majorité a raison? Voilà. Bon, c'est un problème, c'en est un parmi d'autres, mais il y en a tellement. Il nous reste quelques minutes. Y a-t-il encore d'autres questions dans la salle ou contestations? Oui. Juste un point là-dessus. Est-ce que la majorité a raison? Ça, c'est un vaste débat, mais en tout cas, pour invoquer la mémoire d'un ami et cher disparu, René Renoux, il avait quand même un mot qui était assez frappant, c'est de dire l'appellation aimez-la ou quittez-la. C'est pas une obligation, l'appellation. Je trouve juste dommage d'écarter. Juste un point. C'est dommage, mais là encore, non seulement effectivement ce sont des vignerons qui rejettent éventuellement un autre, mais il appartient au syndicat des vignerons de demander des modifications du décret d'appellation. Il y a des procédures qui le permettent. Donc là, en tout cas, au sein d'une appellation, il n'y a pas vraiment de débat. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un pouvoir énorme de la majorité. Mais même dans ce cas-là, et il y a des exemples, ce n'est pas toujours une réussite de voir la France se diviser comme ça, mais il y a plusieurs appellations.
enfin, au moins en tout cas à Châteauneuf et dans les Corbières, où quand on n'est pas d'accord, on peut même créer un autre syndicat. Parce que la République est quand même bonne fille de supporter tout ça et même de mettre sa justice et sa police à disposition de ces syndicats, effectivement, et ça serait peut-être effectivement un petit peu excessif, systématiquement d'invoquer l'INAO. En plus, en le féminisant, alors, quand on tape dessus, il faut éviter de féminiser, parce que c'est un abus qui pourrait être mal pris. L'INAO, c'est un institut, donc ça reste masculin. Et je pense que ça serait un peu difficile à la fois de reprocher à l'INAO d'être trop permissif, comme on l'entend parfois, du coup, on ne retrouve plus les goûts d'antan, et en même temps, d'être trop draconien. Ça, on a quand même tous les symptômes, effectivement, d'une situation qui est peut-être plus complexe que ça, tout en disant aussi qu'il y a sûrement des tas de choses à réformer dans l'INAO, bien sûr. Moi, je voudrais, sauf s'il y a une intervention dans la salle tout de suite, sinon relancer un peu un débat qui rejoint ce qu'a dit tout à l'heure David Cobold, en disant le vin technologique, le vin passe-partout, le vin de cépage, comme on le fait dans le Nouveau Monde, c'est le vin pour les débutants, il n'y a pas à le critiquer, les gens qui commencent à boire du vin, ils peuvent y trouver du plaisir, et c'est très bien comme ça, ils passeront à autre chose après. Moi, ça me laisse un tout petit peu rêveur quand même. Je me demande si on doit, parce que quand même, ce sont des vins qui ont une personnalité, mais une personnalité qui est toute faite, qui est très formatée, et qui, si on considère que le vin est un produit vivant, donc évolutif dans le temps, avec des variants d'un millésime sur l'autre, etc., d'un lieu à l'autre, ces vins-là ne répondent pas à ce critère. Alors ils peuvent être agréables, ils peuvent être bons, et ce sont des vins, incontestablement, mais est-ce qu'on peut dire que c'est bien assez bon pour ceux qui commencent à boire du vin? Je me demande s'il n'y a pas là une sorte de mépris qui pourrait rejoindre d'autres choses pour la littérature, par exemple. Il ne faut pas donner de bons textes aux enfants. Il faut faire des textes extrêmement simples pour les enfants parce qu'ils ne sont pas capables de comprendre les grands textes. C'est comme ça qu'on n'étudie plus Molière au collège parce que c'est trop compliqué. Et je me demande si, en voulant abaisser en quelque sorte le niveau du produit, qui est un produit culturel. Le vin moi je considère que c'est un produit culturel parce que sinon les gens ne vont pas le comprendre. Il y a quelque chose qui est un peu désespérant, presque un tout petit peu méprisant, mais je sais que c'est pas le sentiment de David vis-à-vis des consommateurs. Mais je crois que vous dites ça parce que vous savez qu'il y a un marché, qu'il ne s'agit pas de casser, il ne faut pas se casser ce marché, qu'il y a beaucoup de gens qui en vivent, que la Californie, le Chili, tout ça, ce sont des régions importantes sur le plan économique, et que ce qu'on a l'air de dire à propos du vin de terroir, du vin nuancé, c'est vraiment un truc élitiste pour à la limite presque bobo. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'on peut initier, et on le voit bien quand on le fait avec nos étudiants dans les séances de dégustation, quand on leur met 4 vins par exemple, dont un vin technologique, et puis dans la même dégustation, des gens qui n'y connaissent pas grand-chose au départ, et que le 4e vin est un vrai bon vin, voire un grand vin, ils comprennent très très vite. Ils comprennent extrêmement vite, de même qu'à des jeunes collégiens, vous leur faites écouter 4 interprétations du même morceau de musique, une par exemple par un piano mécanique, comme ça existe, vous savez, il y a au Japon des pianos, vous avez un disque à l'intérieur et c'est le vrai piano qui joue, mais il n'y a aucune émotion, c'est vraiment le morceau brut de décoffrage. Et puis une très grande interprétation à côté, c'est facile de faire comprendre ça à des enfants, à des jeunes. Donc pourquoi penser que les débutants n'auraient pas le droit à la qualité? La qualité ne voulant pas dire le vin très cher, mais le vin de sensibilité. Oui, je me sens un peu obligé de répondre en partie à ça. Oui, c'est une attaque directe. C'est une bonne discussion, et je pense qu'on ne le finira peut-être jamais, Jean-Robert. D'abord, c'est un mot sur un terme que vous employez, le vin de cépage. Bon, le Bourgogne, c'est un vin de cépage, un vin de monocépage. Donc, vin technologique. Alors, je suis d'accord qu'il faut de la technique. Je suis d'accord qu'il faut de la technique dans le vin. Le vin, c'est de la technique. Il n'y a pas de vin sans technique. Ce qu'on appelle vin technologique, moi je dis plutôt vin passe-partout. C'est-à-dire que quand vous buvez 2 bouteilles, une bouteille de Merlot d'Afrique du Sud et une bouteille de Merlot du Chili, passe-partout, ça a exactement le même goût. Oui, alors les mêmes conditions produisent les mêmes effets. Si on a un climat d'un certain type et on produit un certain volume, c'est-à-dire un volume plutôt important, où on a un contrôle de qualité extrêmement strict, c'est-à-dire qu'on veut vraiment éliminer toute erreur, dans un climat donné, quelle que soit la situation géographique, on risque d'avoir le même goût. En tout cas, un goût très similaire. C'est pas le cas à Bordeaux, par exemple. Vous regardez en Médoc ou à Pomerol, vous avez 2 châteaux avec à peu près les mêmes conditions, des volumes relativement importants. Nous ne sommes pas dans un cas de vin d'assemblage large. Je parle de 5 millions de caisses. 5 millions de caisses, d'accord. Voilà. Donc c'est une question d'échelle.
On ne peut pas se permettre, on ne peut pas faire avec une production à 5 millions de caisses ce qu'on fait sur un château Margaux qui a 100 hectares, mais qui est évidemment tout petit à côté. Et l'objectif n'est pas le même, le prix n'est pas le même. Moi, je défendrai les bons vins de marque, et on peut en citer un qui appartient à une société française, c'est Jacob's Creek, qui appartient à Pernod Ricard. Moi, j'ai goûté à l'aveugle dans les dégustations de vins australiens certaines des productions de Jacob's Creek, ça doit être une des marques les plus vendues au monde. Eh ben, les vins sont excellents, il n'y a aucune reproche à avoir. Et leur Mouton Cadet et Mouton Cadet. Ça vaut absolument pas son prix. Voilà. Voilà. C'est 11 millions de bouteilles, je crois. Si on parle de cas précis, pour moi, c'est un vin qui ne vaut pas son prix. Mais par contre, Jacob's Creek, le consommateur n'est pas volé. Et je pense qu'on serait plus encouragé à boire d'autres vins en buvant ce type de vin qu'en buvant Mouton Cadet. C'est 5 à 7 euros. Alors, il y a toute une gamme. Mouton Cadet, c'est 12 euros. Oui. Jacob's Creek, ça commence à 3-4 euros et ça va jusqu'à 10-12 euros pour des hauts de gamme. C'est une fourchette, c'est-à-dire que c'est la fourchette du marché où les 80% des vins se trouvent. Alors, une question au 4e rang, oui, bonsoir. Une remarque. Je suis professeur de restaurant et de sommellerie dans l'Académie de Montpellier. Et juste apporter un élément de réflexion par rapport au problème de l'agrément de l'INAO. Il y a une chose dont on n'a pas trop évoqué, dont on n'a pas trop parlé, c'est le sol. Et le vivant, vous l'avez prononcé là tout à l'heure, c'est un mot que j'aime beaucoup dans le vin. Effectivement, je crois que Claude Bourguignon a travaillé là-dessus. Il a démontré aussi, par le travail qu'il a fait sur la Romanée Conti, qu'il y avait une notion de vivant et qu'aujourd'hui, dans les vignobles de France et dans les AOC, on avait peut-être, et peut-être dans les produits aussi alimentaires, une perte d'identité, d'authenticité, ou du moins d'identité, parce que peut-être les sols étaient moins vivants aujourd'hui. Oui, enfin, de même que si on utilise des levures du commerce, on a moins le terroir, c'est évident, même si ces levures sont sélectionnées dans la région et qu'il y a maintenant une très grande diversification. Est-ce qu'on n'éloigne pas le client du vin Est-ce que le vin de terroir, c'est pas le vin qui va refléter évidemment le travail du vigneron paysan qui fait le paysage, mais aussi la vie du sol et la vie du biotope, c'est-à-dire de la faune, de la flore qui est là, présente. Et est-ce qu'aujourd'hui le consommateur n'est pas un peu perdu entre ces vins techniques qui parfois ont des noms d'AOC, ces vins d'AOC qui effectivement ont une vraie identité, des vins de table qui finalement sont des vins qui ont une identité aussi. Mais ça pose un vrai problème qui est celui, enfin à mon sentiment, là j'interviens à mon titre, en mon nom, il y a une espèce d'amour de la nature aujourd'hui auquel on essaye d'initier tous les jeunes dès l'école primaire de la nature, donc les forêts, les petites plantes, etc. On les promène dans des endroits très variés en leur montrant l'importance de la biodiversité, de la diversité paysagère, et on arrive à les faire vibrer autour de ça. Et puis à côté de ça, on les fait vivre dans un univers qui est totalement industrialisé et formaté, aussi bien par la musique qu'ils écoutent, par la nourriture qu'ils mangent à la cantine ou chez leurs parents, qui vient du supermarché. Encore, il y a des choses très bien dans les supermarchés, mais les plats tout préparés, c'est parfois très bien fait, mais ça a toujours le même goût. Et donc, on essaye de les initier je sais pas, quand un enfant naît, on décore sa chambre de façon extraordinaire parce qu'on sait que ça va l'éveiller. Et puis, on l'endort complètement par des émotions en matière en particulier alimentaire qui sont formatées et qui deviennent extrêmement pauvres avec les boissons industrielles. Et donc, moi, je trouve ça extrêmement dommage. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut initier les jeunes à des produits, pas forcément de luxe, mais à des produits qui sont des produits, comme vous dites, vivants, c'est-à-dire des produits dans lesquels il y a de la nuance et ça n'a jamais le même goût. Hein, le fromage au lait cru, ça n'a jamais le même goût, c'est par exemple. Donc, on peut dire, il aime le kiri parce qu'il a 3 ans, il sera bien temps qu'il se mette au camembert quand il en aura 15. Ben non, je trouve que c'est trop tard et qu'il faut commencer à manger du bon camembert et à boire du bon vin. Dès qu'on commence à boire du vin, il n'y a pas, enfin du bon vin, voilà, on retombe sur le problème de définition, mais du vin vivant et nuancé et vrai produit culturel le plus tôt possible. Un mot peut-être sur la question des sols. Je trouve que je ne serais pas pessimiste sur cette chose-là. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Il était temps. On a beaucoup tassé les sols, on a beaucoup massacré les sols en mettant beaucoup trop de produits. Et les travaux de Claude Bourguignon, qui j'ai passé quelques journées il y a 2 ans, sont remarquables, mais il y a d'autres aussi. Donc la conscience que le sol doit vivre et doit respirer est évidemment importante.
Je serais un peu plus circonspect quant à la proportion, ça c'est un vaste débat, quant à la proportion du goût qui vient réellement du sol. Le sol gère l'eau, et ça c'est vraiment très important. Et la subtilité de la gestion d'eau, c'est-à-dire la capacité hydrique du sol à remonter de l'eau et peut-être des ions minéraux, mais ça encore, ce n'est pas vraiment prouvé, est capital. Donc le fait que le sol soit vivant, c'est essentiel pour sa bonne gestion hydrique. Sinon, on a une matière compacte, morte, et les éléments ne se dégradent pas, et il n'y a pas d'échange. Mais c'est une question d'eau, ce n'est pas une question... C'est pour ça que les gens qui me parlent de terroir, ils me parlent au fait en général de terre. Or, la terre n'est qu'une partie du terroir. Il y a l'air aussi. Je n'oublie pas Olivier de Serres, l'air, le sol et le plan. Donc l'air est probablement pour moi, au moins pour 2/3, et peut-être 3/4. Et la terre, c'est moins. Plus le talent du vigneron. Et le talent du vigneron est absolument essentiel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un potentiel naturel. Il y a toujours un potentiel naturel qui va être très bas ou très haut, mais il n'est jamais réalisé s'il n'y a pas un bon viticulteur et vigneron, et les deux doivent aller de pair, si possible sous le même bonhomme, sinon une équipe qui travaille en tandem. Voilà, il faut que vous sachiez qu'on a un grand débat avec David Cobold, et ce n'est pas ce soir qu'on va le résoudre, c'est que moi je fais aller le terroir jusqu'aux papilles du consommateur et lui ne veut pas. Il s'arrête au talent du vigneron. Non, mais vous le videz complètement du sens. On peut pas dire du tout. Le Bordeaux ne serait le mot pas... amphithéâtre, c'est d'ici jusqu'à Paris. Bah, d'accord, mais non. plus... Le Bordeaux et le Porto ne seraient pas ça sans les papilles anglaises, les vôtres, celles de vos ancêtres. Le mot terroir est intraduisible en anglais, n'est-ce pas, mon cher David? C'est intraduisible. On le transpose, si on veut, en milieu naturel, c'est-à-dire place, le lieu. Comment? Le lieu. Place. Place. Oui, je voulais juste partager l'optimisme de M. Cobold quant à la question sur la vie des sols, parce que aujourd'hui, et ça vient de se passer au cours des 5 ans, allez, on va dire 7-8 dernières années, on a un retour notamment au travail du sol qui est absolument considérable partout. Et je vais juste donner une anecdote. Quand j'ai pris la direction du syndicat des coteaux du Languedoc, j'ai commis peut-être l'erreur, je ne sais rien, d'acheter quelques arpents de vigne que je cultive moi-même, et ça fait 4 ans maintenant, et j'ai décidé d'arrêter de mettre de l'herbicide dans les sols, et donc je travaille les sols. Et je faisais la remarque, dimanche dernier, je suis allé labourer dans mes vignes, et je faisais la remarque à mon épouse en arrivant, je disais, c'était absolument féerique, parce que pendant que je labourais, dès que je labourais, que j'avais une partie qui venait d'être labourée, j'avais une nuée d'oiseaux qui venaient se précipiter. Et qu'est-ce qu'ils venaient chercher? Ils venaient chercher de la vie, ils venaient chercher des vers de terre, ils venaient chercher des graines, ils venaient chercher plein de choses. Et je me souviens, il y a 4 ans, quand j'ai commencé, il n'y avait rien. Déposer leur fiente, donc ça va changer le goût du vin. Ça, comment? Déposer leur fiente et donc changer le goût du vin à terme. J'espère bien, j'espère bien. Donc je veux dire, ça peut revenir très vite, la vie dans les sols, dès l'instant où on arrête de mitrailler le sol à coups d'herbicide. Et aujourd'hui, on constate quand même, et moi je le vois en circulant tous les jours au milieu du vignoble, qu'il y a de plus en plus de vignerons qui reviennent à un travail de labour, et donc qui est beaucoup plus respectueux des sols. Et la vie interne du sol, elle revient très vite dès l'instant où on arrête de mettre ces produits dans le sol. Bien. Alors, joie dans le paradis pour le pêcheur qui se repentit. Je pense que, encore une intervention, puis on va arrêter là, je crois, parce que vous avez faim et soif. Oui, juste c'est une intervention à la fois pour rassurer Jean-Robert Pitt, éventuellement mettre un bémol et une affirmation qui a été proposée. Donc rassurer sur ce que l'on sait aujourd'hui de l'appropriation des vins par les nouveaux consommateurs ou les nouveaux pays consommateurs. En réalité, effectivement, je crois qu'on a imaginé certaines théories, notamment il y a 10 ou 15 ans, sur l'espèce de progression. C'était à la fois le fruit d'observation, le fruit d'une certaine morale, et une certaine reproduction de ce qu'on avait connu en France, avec une espèce de mérite progressif, de commencer par des choses, on disait des vins plus sucrés au début, puis plus blancs, puis plus rosés, puis plus corsés, plus féminins ou plus masculins. Enfin, il y avait une espèce de mythologie qu'on a finalement de la peine à corroborer dans les observations. Et je crois qu'aujourd'hui, on assiste vraiment à une diversité de situations. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut essayer de vérifier s'il y a des grandes tendances, dans les nouveaux pays qui adoptent nouveaux le pays vin, consommateurs. Et alors, est-ce que c'est un bienfait ou un méfait? J'en sais rien. Mais on voit quand même aussi bien des gens qui là, vont un peu dans votre sens, c'est-à-dire qu'on voit des nouveaux Chinois, des nouveaux Indiens, là, qui ne s'embarrassent pas de passer par des étapes de mérite, des vins
technologiques et qui achètent plutôt par dizaines des caisses de vin à des prix qu'on ne pourrait pas. C'est une question de moyens. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas sûr que ce soit. Oui, mais au début, c'est du snobisme, mais après, ça devient du vrai goût. Enfin, moi, je l'ai vu au Japon. Au Japon, c'est ça. Là encore, je suis pas snobisme sûr. au départ et intérêt réel après. Là encore, pour combien de personnes? Vous pouvez avoir ça pour une petite proportion de la population qui effectivement accepte de faire cette démarche de culture. Non, je ne suis pas sûr que ça. Le nombre de bars à vin qui s'ouvrent à Tokyo est quand même fabuleux. Oui, partout, mais partout. Ça affecte quand même une population qui boit toujours 1,5 litre de vin par habitant et par an. C'est déjà pas mal. Ils en buvaient 0,1 litre il y a 30 ans. C'est pas mal, mais c'est quand même effectivement 40 fois moins qu'ici. Alors, bon, en tout cas, pour vous dire que ne pensez pas effectivement que, enfin, soyez rassurés sur le risque qu'il y aurait à passer par ces étapes. Ce que je vois, c'est que vous êtes, là, le bémol que je mettrai, c'est sur votre distinction depuis tout à l'heure sur les vins technologiques par rapport aux autres vins. Finalement, vous êtes revenu un peu en disant non, mais je voulais dire plutôt des vins passe-partout. On voit bien ce à quoi vous faites allusion. Mais au fond, moi, la proposition que je vous ferai, parce que je vois bien ce que vous voulez dire, c'est que cette grille d'analyse n'est peut-être pas la plus opérante. Je pense qu'aujourd'hui, cette histoire de vin technologique, et David Cobbold l'avait très bien dit tout à l'heure, la technologie, elle est partout, y compris dans les vins de terroir. Ça serait bien sûr. Y compris, mais du même coup, qu'est-ce qu'on met comme technologie? À quelle technologie on renonce quand on veut faire un vin de terroir? Au contraire, à quelle technologie on fait appel? Et je pense que M. Marionnet, qui fait une démarche tout à fait exemplaire et intéressante, qu'on a vraiment envie de suivre, et qui donne du goût à son vin quand il vient de l'expliquer, cette démarche-là, je pense qu'on arrive à se passer de soufre dans un vin. D'abord, on n'y réussit pas à chaque fois, il a l'honnêteté de le dire, et on y arrive au prix de probablement un appel à des choses qui relèvent de la technologie, notamment une hygiène qui doit être exemplaire. Et ça se fait avec de la technologie aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, la complexité est entière. Il n'y a pas. Ah non, mais quand on fait un vin, quand on fait 100 millions de bouteilles de la même cuvée, on a besoin d'une technologie. Ah bah évidemment, extraordinaire. Mais quand on fait aussi un vin sans soufre sur une petite cuvée, on a besoin d'une technologie. Évidemment, mais c'est pas ça, bien entendu. Donc la technologie ne sera pas. Pour moi, c'est bon ce que j'ai appelé vin technologique, qui sans doute mal dit. C'est pas la bonne expression. Je préfère le vin passe-partout. Mais si vous dites passe-partout, vous avez dit aussi tout à l'heure qu'il y a des vins de passe-partout. Il y a des Beaujolais passe-partout, alors qu'il y a des vins de cépage qui sont loin d'être passe-partout. C'est très difficile. On ne peut pas être réducteur. C'était un peu mais je partage avec vous cette difficulté. On a évoqué tout à l'heure un vin du Bordelais vendu à 11 millions d'exemplaires, 11 millions de bouteilles par an, qui est quand même un vin d'une insigne médiocrité par rapport à son prix. Parce que c'est vrai que la notion de bon vin comporte quand même quelque part le rapport qualité-prix, même si c'est quelque chose aussi de très subjectif et difficile à analyser. Bon, en tout cas, on a abordé un certain nombre de sujets. Vous allez maintenant vous livrer à des dégustations comparées dans tous les bistrots des environs. Merci à David, à Henri, à Jean-Claude et à Thibaut. Et bonne soirée.